Le roi partit avec le duc de Bourgogne et une nombreuse et brillante armée. Il y avait un puissant motif pour ne pas perdre un jour. L'accord des princes avec les Anglais pouvait se conclure, et alors la guerre serait devenue bien plus difficile. Le roi d'Angleterre n'avait pas hésité entre les deux parties. Le duc de Bourgogne ne lui promettait rien d'assuré. On a vu au contraire quelles offres lui avaient faites les Armagnacs. Le roi Henri avait dès lors commencé à sentir quelques scrupules à s'allier avec l'assassin du feu duc d'Orléans. Il avait réfléchi qu'il était de son devoir de secourir des seigneurs qui se reconnaissaient pour ses vassaux. Par honneur et par profit, il avait accepté ces conditions avantageuses. Rien n'était donc plus important que de terminer l'entreprise commencée avant l'arrivée des Anglais. Le reste de l'armée marchait avec le roi. Il alla camper devant Bourges, où se tenaient enfermés le duc de Berry, le duc de Bourbon et une foule de seigneurs du parti des Armagnacs. Parmi les conseillers qui entouraient le roi, beaucoup s'affligeaient de voir le duc de Bourgogne mener si vivement cette guerre et ne pas s'efforcer de la prévenir encore une fois par un accommodement. Le roi lui-même éprouvait quelque chagrin de venir combattre son vieux oncle de Berry, le guide et le tuteur de sa jeunesse. Alors on se résolut à faire le siège. Les deux armées étaient fort animées. On se criait des injures du haut en bas des murailles. Les assiégés appelaient leurs adversaires traîtres et mauvais bourguignons. Ils leur reprochaient de tenir prisonnier dans sa tente le roi, qui n'était censé ni de pensée ni de propos. Ils traitaient le duc de Bourgogne d'homicide infâme et disaient que sans lui, ils eussent ouvert leurs portes au roi. Leur cri était « Vive le roi, le duc de Berry et le duc d'Orléans !» Le duc de Bourgogne entendait souvent ces propos et ne disait mot, se promettant bien de se venger. Les assiégeants appelaient les autres rebelles au roi leur souverain seigneur et les accablaient de toutes les invectives qu'on avait coutume d'adresser aux Armagnacs. Le siège se prolongeait, les vivres et les fourrages manquaient. Les maladies commençaient déjà à ravager l'armée. Les marais de Bourges étaient fort malsains, on disait que les Armagnacs avaient empoisonné tous les puits. La disette se faisait sentir chaque jour davantage. Depuis le départ du roi, toute la ville ne semblait occupée que de prières pour le rétablissement de la paix, ou le resuccès des armes du roi et le maintien de sa santé. C'était chaque dimanche des processions magnifiques où l'on portait les reliques des saints, où le clergé et les évêques, qui étaient pour lors à Paris, marchaient dans la plus grande pompe, suivis de 40 ou 50 000 bourgeois de l'université, du parlement, de tous les étudiants, les pieds nus et un cierge à la main. Jamais on n'avait vu tant de dévotion ni de si tristes cérémonies. Chacun jeûnait et se mortifiait afin d'obtenir du ciel la fin de tant de maux. La France était depuis 2 ans ravagée et mise à feu et à sang. Le siège n'avançait pas. À la disette avait succédé l'épidémie. Elle ravageait l'armée du roi. Déjà près de 8000 gendarmes avaient péri. La sécheresse était extraordinaire. Les exhalaisons des marais, l'infection des cadavres répandaient partout la contagion. Le découragement commença à gagner les assiégeants. Les gens de bien qui avaient toujours travaillé pour la paix profitèrent de cette disposition des esprits. Ils réussirent surtout auprès du duc de Guyenne. Bientôt, il ordonna que l'on cessât de ruiner par les machines et les canons sa belle ville de Bourges. Le duc de Bourgogne, voyant qu'on cessait de presser le siège, en parla à son gendre. Il s'aperçut bientôt à sa réponse qu'il n'était plus maître de son esprit et que le duc de Guyenne prenait maintenant d'autres conseils. En effet, après quelques paroles, ce prince déclara qu'il fallait absolument que la guerre finît. Le duc de Bourgogne le conjura du moins que ce fût aux conditions arrêtées dans le conseil et que soumission entière fût exigée des révoltés. « La guerre a trop duré, » répliqua le dauphin. « Elle se fait au préjudice du royaume, du roi mon père et de moi-même. Nous la faisons à mon oncle, à mes cousins germains, à mes parents les plus proches, dont je pourrais être grandement entouré et servi. Cependant, je veux qu'ils rentrent en l'obéissance du roi. » Le duc de Bourgogne répondit humblement. Il jugeait que c'était une résolution prise. D'ailleurs, on avait nouvelle que les Anglais étaient débarqués. La ville ne pouvait être forcée, ni la guerre finie avant leur arrivée. On commença à traiter. Le lieu fut convenu. On éleva une barrière. Des hommes d'armes furent placés assez près de chaque côté, car chacun n'avait pas grande confiance en son ennemi. Alors les deux princes s'avancèrent accompagnés de leurs conseils pour y recourir quand on en viendrait à discuter les articles du traité. Tous deux étaient revêtus de leur armure. Le duc de Berry, âgé de plus de 70 ans, avait une belle et noble contenance. Il portait un casque d'acier dont la visière relevée était ornée de pierreries. Un jac de pourpre couvrait son armure. Il avait l'écharpe blanche bordée de marguerites, une dague à sa ceinture, la hache d'armes à la main.
À peine se furent-ils regardés qu'émus par le souvenir d'une amitié qui était bien plus ancienne et qui avait duré plus longtemps que leur querelle, ils se tendirent la main puis s'embrassèrent et demeurèrent un moment ainsi serrés l'un contre l'autre. Le duc de Berry rompit le silence. « Mon neveu, dit-il, j'ai mal fait, et vous encore pis. C'est à nous de tâcher que le royaume demeure paisible et heureux. »« Il ne tiendra pas à moi, mon oncle, répondit le duc Jean. Chacun autour d'eux était attendri jusqu'aux larmes. Après 2 heures de conférence, les 2 princes se quittèrent en se faisant une grande amitié. Seulement le duc de Berry lui dit avec un peu de rancune « Ah, mon cher neveu et filleul, quand votre père vivait, il ne fallait pas de barrière entre nous deux. Nous étions bien d'accord, lui et moi. »« Monseigneur, ce n'est pas moi, » répondit le duc de Bourgogne. Les 2 partis étaient aussi irrités que jamais l'un contre l'autre. Les Armagnacs ne pouvaient s'avouer vaincus et n'entendaient en aucune façon avoir besoin de pardon. Il fut réglé que le duc de Berry rendrait au roi les clés de Bourges et de toute autre ville où ils voudraient entrer avec leurs troupes, en s'excusant de leur en avoir refusé l'entrée. Que le duc et les seigneurs renonceraient à toute alliance avec les Anglais et les ennemis du royaume. Qu'ils renonceraient aussi à toute confédération formée contre le duc de Bourgogne qui, de son côté, renoncerait à celle qu'il avait pu faire contre eux. Tous les gens de bien de l'armée étaient dans la joie de cette heureuse réconciliation. La paix fut publiée avec solennité dans la ville et dans le camp. Défense furent faites de se servir désormais des mots d'Armagnac et de Bourguignon, ni d'aucune autre injure en usage entre les 2 parties. À ce moment, les Anglais venaient de débarquer. Ils étaient les plus forts. Déjà, ils dévastaient tout le pays. Il était pressant de les renvoyer. Les Anglais avaient traversé la Normandie en y faisant 1000 ravages. En même temps, une autre armée anglaise entrait par Calais. On résolut de leur opposer la force. Le dauphin fit son entrée à Paris, ayant à côté de lui le duc de Bourgogne. Le roi et la reine y revinrent aussi peu de jours après. Le duc de Berry retourna aussi avec beaucoup de répugnance et de rancune contre les Parisiens à son bel hôtel de Nesle qu'ils avaient saccagé. Le peuple était joyeux de recevoir tous ces princes. Il faisait grand accueil, même à ceux du parti Armagnac, et prenait confiance en eux. Mais les bouchers et les gens de la milice regardaient cette paix comme une trahison et supposaient à tous ces seigneurs de mauvaises intentions contre le bien public. Dans la pompe de l'entrée du roi, on remarqua que nul n'était plus fastueux en ses équipages que le sire Lourdin de Saligny, chambellan du duc de Bourgogne, et l'on fut bien surpris lorsque le lendemain, il fut saisi par l'ordre de son maître et envoyé en Flandre. On ne savait rien de précis sur le crime qui lui était imputé. Outre les malheurs et le désordre du royaume, qu'il était instant de réparer, on voyait bien que la guerre allait recommencer avec les Anglais. La haine entre les 2 parties ne s'était point assoupie. Ils continuaient à s'accuser des crimes les plus odieux. Toutefois, on ne songeait pas encore à prendre les armes pour se disputer de nouveau le gouvernement. Le dauphin s'éloignait du duc de Bourgogne, mais celui-ci avait toujours la plus grande part au pouvoir. Le roi venait de le charger de chasser hors du royaume les Anglais qui continuaient à y faire 1000 affreux ravages. Le peuple commençait à s'échauffer. Les bouchers étaient toujours les maîtres de la ville, chacun tremblait devant eux. Le duc de Bourgogne les avait plus que jamais choyés et caressés. C'était un chagrin pour beaucoup de ses propres serviteurs et chevaliers de le voir se mêler à de tels gens. Peut-être les gens sages de la ville auraient-ils réussi à apaiser cette fureur, mais il y avait des chevaliers du duc de Bourgogne qui entraînaient les séditieux et leur donnaient de mauvais conseils. Les séditieux alors se portèrent à une violence plus audacieuse encore et si insolente que sûrement elle leur avait été conseillée par de grands personnages. Ils se portèrent en tumulte à l'hôtel du duc de Guyenne. Il y avait déjà quelque temps que le peuple était porté de mauvaise volonté contre lui. Depuis qu'il n'était plus gouverné par le duc de Bourgogne, on disait de lui que c'était un prince qui ne songeait à rien de sérieux, qui ne s'occupait qu'à avoir de magnifiques habits, à rassembler des chanteurs et des enfants de chœur, à entendre le son des orgues. On répandait qu'il était livré à l'intempérance et à la débauche, qu'il passait les nuits à table. Dès qu'on sut chez le duc de Guyenne que la populace allait assiéger l'hôtel, on lui proposa de s'armer avec tous ses chevaliers et de se ranger devant la porte sous le royal étendard des fleurs de lys. Pendant qu'on en délibérait, les bouchers arrivèrent, plantèrent la bannière de la ville et, avec des cris forcenés, demandèrent qu'on les fît parler au dauphin. Son beau-père, le duc de Bourgogne, était déjà près de lui. Le dauphin, voyant qu'il ne pourrait sauver ses serviteurs, jeta un regard de courroux sur le duc de Bourgogne. « Beau-père, dit-il, ceci m'est fait par vos conseils, et vous ne pouvez vous en justifier, car ce sont des gens de votre hôtel qui sont les principaux. Mais comptez qu'une fois vous vous en repentirez, la besogne n'ira pas toujours ainsi à votre plaisir. » Le duc de Bourgogne répondit d'un ton d'excuse. « Monseigneur, vous vous informerez quand votre colère sera refroidie. » Alors le dauphin prit une croix d'or que portait sa femme et fit jurer dessus au duc de Bourgogne qu'il n'arriverait aucun mal à ceux que le peuple allait saisir. Puis il se retira dans la chambre du roi.
Jamais les bouchers n'avaient exercé un si grand pouvoir dans la ville. Chaque jour, ils entraient chez le duc de Guyenne et lui faisaient débiter insolemment que ce qu'ils avaient fait était pour son honneur et pour le bien du royaume. On lui répétait ensuite avec une licence sans égale de dures leçons sur sa conduite et son dérèglement. En ce même temps, les Gantois avaient envoyé des députés à leur duc pour le prier de renvoyer parmi eux son fils, le comte Philippe de Charolais, qu'ils aimaient déjà beaucoup. Les Parisiens firent grande fête à ces Gantois. On leur donna un magnifique dîner à l'hôtel de ville. En signe de fraternité, les gens de Paris et ceux de Gand prirent le chaperon blanc et jurèrent de s'assister mutuellement. Les hommes sages craignirent de voir renaître cette révolte générale de tous les peuples qui avaient, 30 ans auparavant, failli causer d'étranges révolutions. En effet, ceux qui étaient maîtres de tout à Paris ne manquèrent pas d'envoyer des députés dans toutes les bonnes villes pour les engager à faire cause commune et à arborer le chaperon blanc. Ce chaperon devint tout aussitôt l'enseigne du parti. Les bouchers s'en allèrent l'offrir au dauphin, au duc de Bourgogne, au duc de Berry et aux seigneurs du Conseil, en leur disant de le porter en témoignage de leur amour pour le peuple et la bonne ville de Paris. Ces bouchers, que pour lors on nommait cabochiens, étaient même si malveillants et insolents qu'un jour le duc de Guyenne, étant à sa fenêtre, avait laissé tomber son chaperon de telle sorte que, par hasard, il passait sur l'épaule droite comme une écharpe. Les bouchers se prirent à dire « Voyez donc ce bon enfant de dauphin qui fait de son chaperon blanc la bande des Armagnacs. Il en fera tant qu'il nous mettra en colère. » Les gens de bien tremblaient des malheurs effroyables que préparait une telle domination. Rien ne pouvait arrêter les excès des bouchers. Chaque jour, c'était quelque nouvelle violence. Chaumont et Caboche, infâmes écorcheurs et valets de la boucherie, furent nommés commandants. À ce moment, le roi, qui était depuis longtemps malade, revint à la santé. Il s'en alla en procession solennelle remercier Dieu à Notre-Dame. Pendant son chemin, le prévôt des marchands et les échevins se présentèrent respectueusement à lui. Maître Jean de Troyes le harangua et, lui offrant le chaperon blanc, le conjura de le porter comme marque d'affection pour sa bonne ville de Paris. Le roi y consentit facilement. Dès lors, personne ne put se dispenser d'en faire autant. On demandait à grands cris le duc de Guyenne. Le prince, épouvanté de cette fureur toujours croissante de la populace, consentit à se montrer. Le duc de Bourgogne, qui peut-être trouvait que les choses allaient trop loin, descendit et supplia instamment les séditieux de se retirer. Il leur représenta que le roi était à peine rétabli, que ce tumulte allait le rejeter dans son désordre d'esprit. Rien ne put les calmer. Ils criaient que c'était pour le bien du roi et du royaume qu'ils étaient venus. Le duc de Bourgogne, n'obtenant rien de leur fureur, remonta chez la reine et lui dit ce qu'on demandait. Elle fut saisie d'un grand trouble. Elle appela son fils et lui commanda de retourner avec le duc de Bourgogne parler à ces gens-là pour les supplier d'épargner son frère. Le duc de Guyenne se prit alors à pleurer et se retira dans un cabinet. Le duc de Bourgogne lui rendit quelque courage et ils descendirent. Là, ils conjurèrent les séditieux de se désister de leur demande. Ils furent impitoyables et répondirent qu'ils iraient le prendre en présence même du roi et de la reine. Ne voyant aucun moyen d'échapper, il descendit plein de tristesse et d'amertume, se rendit à eux, leur demanda de se borner à son emprisonnement et de faire grâce aux autres. Cependant, les bourgeois riches et sages, l'université, le parlement gémissaient de plus en plus de cette tyrannie et refusaient de se mêler en rien à tous les actes des séditieux. Le conseil du roi avait moins de fermeté. On fit formellement approuver et reconnaître pour agréable par le roi tout ce qui avait été fait. Ces lettres traitèrent de serviteurs loyaux et zélés ceux qui avaient arrêté dans son hôtel les princes de son sang et leur donnèrent de publiques louanges. Elles justifiaient ces violences en disant qu'on soupçonnait de machination, de conspiration et de crimes les personnes emprisonnées. Le surlendemain, le roi et les princes se rendirent couverts du chaperon blanc au Parlement pour y faire enregistrer les ordonnances de réformation qui avaient été dressées sur la demande des États et de l'université. Elles étaient bonnes et sages. Des hommes expérimentés et raisonnables les avaient composées pendant tous ces troubles. Il eût été à souhaiter qu'elles fussent observées fidèlement. Les bouchers, se sentant abandonnés de tous les honnêtes gens, ne s'en livraient que plus à tous les excès. Pour mettre le comble au malheur du royaume, les Anglais entraient sans nulle résistance dans la Guyenne. Le comte d'Armagnac les favorisait plus ouvertement encore et portait leur croix rouge sur sa cotte d'armes. Bientôt, le sire de Hélie, maréchal de Guyenne, arriva à Paris, disant qu'il n'avait nulle ressource pour soutenir la guerre, mais que si l'on voulait lui donner de l'argent, il tâcherait de réunir une armée pour défendre la frontière. La chose pressait, et l'on résolut de se servir de la rude autorité des bouchers pour réussir plutôt à rassembler quelques finances. Des commissaires furent nommés pour taxer chacun selon ses facultés. Ils la firent en effet avec leur violence accoutumée et sans ménager personne, conduisant en prison ceux qui ne s'acquittaient pas sur le champ. Cette taxe donna encore plus d'aversion à la bourgeoisie contre les bouchers. Le peuple commençait à être las de tout le train des choses.
Il n'y avait plus de commerce, et les pauvres ouvriers étaient sans cesse détournés de leur travail pour faire le guet et garder la ville. En même temps, on savait qu'il n'y avait rien de si raisonnable que les demandes des princes. Ils ne voulaient que l'exécution de la paix dont les conditions n'avaient pas été observées à leur égard. Encore se plaignaient-ils bien plus des violences et des outrages exercés contre le roi et le duc de Guyenne que des torts qu'on avait à leur égard. Le conseil du roi délibéra que des conférences seraient entamées pour le maintien de la paix et que chaque prince y enverrait son commissaire avec les ambassadeurs du roi. On fit choix d'hommes sages, habiles et propres à aplanir les difficultés. Au moment de leur retour, le roi recouvra la raison, ce qui parut encore une circonstance heureuse. On lui rendit compte de la situation des affaires et des bonnes dispositions des princes. Le Parlement conseilla au roi d'envoyer les ducs de Berry et de Bourgogne conférer avec les princes de l'autre partie. Les ambassadeurs étaient allés eux-mêmes à l'hôtel de ville et la bourgeoisie semblait être si bien disposée qu'on pouvait espérer un avis favorable. En effet, la nouvelle fut reçue comme un bienfait de la Providence. Presque tout d'une voix on allait approuver la proposition lorsque tout à coup, Simon Caboche, imposant silence à tous, prit la parole et s'adressant aux ambassadeurs d'un air farouche et menaçant. « Comment ? Vous avez jusqu'ici approuvé tout ce que le roi a fait et maintenant vous conseillez la paix avec des traîtres qui voulaient le détrôner il y a 2 ans. Sachez que dès qu'ils auront avec eux le roi, la reine et monsieur le duc de Guyenne, ils vous ôteront vos armes, les chaînes de vos rues, ils aboliront vos privilèges, vous remettront sous le joug de leurs exactions et s'enrichiront encore de vos dépouilles. Oui, ajouta-t-il en finissant, s'il y a ici quelqu'un de quelque qualité qu'il soit assez hardi pour consentir à cette paix, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il sera traité comme ennemi de la noble ville de Paris. » Les menaces de ce malheureux qui osait ainsi paraître dans une assemblée couvert de la brillante armure d'un chevalier épouvantèrent tout le monde. On se sépara sans rien résoudre. Dès le lendemain, ils répandirent une liste des principaux bourgeois de Paris qu'ils comptaient massacrer au premier tumulte. On répandait que les princes voulaient détruire la ville, faire périr les principaux bourgeois et donner leurs femmes à des valets. Nonobstant tous ces efforts, le pouvoir débouché sur la ville de Paris diminuait de jour en jour. Le conseil du roi, encouragé par ses bonnes dispositions, donna suite aux propositions de paix. Le duc de Berry et le duc de Bourgogne partirent pour Pontoise où devaient se régler les conditions. Les articles étaient dressés dans ce même esprit de complaisance et de concorde. Il convara tout le monde, hormis au duc de Bourgogne. Il éleva de telles difficultés que l'on crut un instant que tout était rompu. Le duc de Berry voulait absolument que les députés vinssent tout aussitôt à Paris présenter au roi ce projet de traité. Le duc de Bourgogne s'y refusa absolument, et l'on convint qu'ils attendraient de nouveaux ordres. Le lendemain, il y eut une grande assemblée à l'hôtel de ville. Beaucoup de braves gens y étaient venus pour tenir tête au boucher. Vers 10 heures, le Parlement, la Chambre des comptes, le chapitre, la ville vinrent à l'hôtel Saint-Paul présenter au roi leurs délibérations, toutes favorables à la paix. Le roi était à une des fenêtres de la cour, le duc de Guyenne à une autre, le duc de Berry à une troisième. Ils entendirent de là les harangues de chacun des corps. Bientôt entrèrent dans la cour une foule énorme de bourgeois armés à cheval ou à pied. Tous criaient « La paix! La paix !» Durant toute la nuit, le peuple, ému de cette paix, avait couru les rues en poussant des cris d'allégresse et allumant des feux de joie. Pendant ce temps-là, les bouchers tentèrent un dernier effort. Ils assemblèrent leur monde au nombre d'environ 1200 personnes sur la place de Grève. Ils commencèrent à parler contre la paix, mais ils ne pouvaient se faire écouter. Le menu peuple lui-même n'entendait à rien autre chose qu'à la paix. Une voix s'éleva qui cria « Que ceux qui la veulent passent à droite, et que ceux qui ne la veulent pas, à gauche !» Pas un ne resta à gauche, car comment contredire une telle volonté du peuple? Ces gens qui, la veille, auraient remué toute la ville à leur gré, maintenant ne trouvaient plus un seul partisan. Sur cela arriva le duc de Bourgogne. Les choses n'allèrent pas mieux pour lui à la place de Grève. Il n'y demeura qu'un instant et se rendit au Louvre. Le duc de Bourgogne ne fut pas sans inquiétude. On lui répondit de marcher en toute confiance et que les bourgeois périraient plutôt que de permettre la moindre chose tentée contre lui. Puis on changea les officiers de la commune. Le prévôt des marchands, qui était un homme honorable et sage, fut conservé. Le sire Tanguy du Châtel fut prévôt de Paris. Le duc de Berry reprit la charge de capitaine de la ville. Toute la journée se passa ainsi joyeusement, sans nul désordre. Enfin, de jour en jour, on défaisait ce qui avait été fait. On renvoyait de leur charge des gens notables et estimés, sans donner d'autres raisons, sinon que pour eux, on en avait auparavant renvoyé d'autres. Ainsi les haines ne faisaient que croître, et l'espoir mis dans cette paix diminuait promptement. Ceux qui craignaient qu'on leur imputât le passé, seigneurs ou bourgeois, s'enfuyaient de la ville et se sauvaient en Bourgogne, en Flandre, pour ne pas être recherchés. Mais peu à peu, la populace s'échauffait, voulait d'autres supplices, commençait à se livrer au désordre et à piller les maisons des fugitifs. Dans cette disposition des esprits, la semaine ne se passa pas sans que le ressentiment s'éleva plus haut. On commença à parler ouvertement du duc de Bourgogne. Le duc Jean n'était pas sans inquiétude pour lui-même. Il n'était plus appelé au conseil, on ne lui montrait plus nul égard.
Bientôt on fit le guet autour de son hôtel. Il vit bien qu'il fallait s'éloigner. Ce pouvait être chose difficile, la plupart de ses serviteurs et de ses chevaliers l'avaient déjà quitté. Il écrivit à sa femme en Bourgogne pour qu'elle lui envoyât près de Paris quelques hommes d'armes afin d'aider sa retraite. Déjà, le bruit qu'il venait d'être emprisonné s'était répandu partout et avait jeté la duchesse dans les plus vives inquiétudes. Enfin, sans rien dire aux gens de sa maison, il s'en alla. Il laissait les autres dans son hôtel d'Artois en grand péril de ce qui pourrait leur arriver. Ce fut ainsi qu'il quitta Paris en fugitif, ayant perdu le fruit de tout ce qu'il avait fait, se trouvant au même point que lorsqu'il avait commencé ses guerres et fort diminué dans l'opinion de ses partisans en France. Il n'en était pas pour cela plus abattu ni moins obstiné en ses desseins. Les hommes raisonnables du conseil et de la ville s'affligèrent beaucoup de ce départ. Ils avaient espéré la paix, elle était plus loin que jamais. Le départ du duc de Bourgogne décida les princes à entrer à Paris. Leur entrée fut solennelle. Le duc de Berry alla au-devant d'eux jusqu'à la porte Saint-Jacques avec tous les corps de la ville. Ils jurèrent que ni eux ni leurs gens n'offenseraient en rien les bourgeois, puis traversèrent les rues jusqu'à l'hôtel Saint-Paul, au milieu des acclamations populaires, et faisant jeter de l'argent par des héros qui, selon l'usage, criaient « Largesse! Largesse !» Le surlendemain, le roi, dans la salle verte du palais, leur fit jurer sur la vraie croix paix, amour et union avec le duc de Bourgogne et avec tous les autres princes du sang royal. Ils rentrèrent au conseil et dès lors, rien ne se fit plus que par leur volonté. Le duc d'Orléans devint le maître du gouvernement. Le dauphin lui témoignait une tendresse extrême. Il l'engagea à laisser le vêtement de deuil qu'il n'avait point quitté depuis le meurtre de son père. Les deux princes parurent vêtus d'habits pareils en témoignage public de leur amitié. L'écharpe des Armagnacs n'était pas oubliée. Ces couleurs succédèrent bientôt aux couleurs de Bourgogne, et l'on était aussi malvenu à ne les point avoir qu'à ne pas prendre les autres un an avant. Ce fut ainsi que la folie du peuple changea. Maintenant, on n'osait plus prononcer le nom du duc de Bourgogne. Qui aurait dit du bien de lui aurait couru grand risque d'aller en prison. Peu à peu, tous les seigneurs de la faction Armagnac revenaient à Paris. Le comte d'Armagnac était arrivé à Paris et c'était le plus ardent de son parti. Enfin, les princes et la reine qui étaient tout à eux gouvernèrent avec si peu de sagesse et de précaution que bientôt le duc de Guyenne commença à être mécontent. Sa femme, fille du duc de Bourgogne, avait aussi de fréquents affronts à endurer. Au lieu de ramener à eux le duc de Guyenne, qui était un prince frivole, inconstant, occupé de vains divertissements, ils le tinrent enfermé dans le Louvre en les gardant de si près que les ponts du château étaient toujours levés. Le duc de Bourgogne n'attendait que ce prétexte. Il écrivit aussitôt à plusieurs villes du royaume et à divers bourgeois de Paris, rappela les violations de la paix qu'il imputait aux autres princes, assura qu'il avait patiemment supporté les outrages dirigés contre lui, mais que le duc de Guyenne étant maintenant prisonnier au Louvre et réclamant son secours, il était de son devoir de le délivrer du danger où il était et de faire cesser une chose si abominable, si odieuse à tous les fidèles sujets du roi. Il requérait donc l'aide et la bienveillance des bonnes villes pour accomplir cette entreprise et affermir la paix du royaume, qui est son seul désir. En même temps, il était défendu, même aux vassaux du duc de Bourgogne, d'obéir à ses commandements et de prendre les armes pour lui, sous peine d'être poursuivis dans leur personne et dans leurs biens. Enfin, on tâchait à la fois et de ménager et de contenir le commun peuple. Le duc de Bourgogne ne perdit point de temps et avança à grande journée vers Paris. L'alarme fut grande à Paris dès qu'on lui fut si proche. Les hommes d'armes se rassemblèrent en 3 corps. Cette armée qui comptait environ 11 000 chevaux traversa la ville. Il importait beaucoup d'en apposer à la populace. Le duc de son côté était venu à Saint-Denis, dont les bourgeois lui avaient ouvert les portes malgré les ordres du roi. Il n'avait guère que 2000 hommes d'armes, et environ autant de gens de pied, d'arbalétriers. Il avait compté sur les intelligences qu'il avait dans Paris et sur la faveur du peuple. Il était déjà depuis 3 jours à Saint-Denis lorsqu'il envoya son roi d'armes remettre des lettres au roi, à la reine, au duc de Guyenne et à la ville de Paris. Il demandait à entrer et répétait qu'il n'était venu que parce qu'il était mandé par le dauphin. Son héros ne put obtenir la permission de présenter ses lettres, on lui dit de se hâter de quitter la ville s'il voulait qu'il ne lui arrivât pas malheur. Le comte d'Armagnac l'ayant rencontré, le menaça de lui faire couper la tête. Les bannis et les gens de la faction des bouchers qui s'étaient réfugiés près du duc l'avaient flatté qu'il suffisait de se montrer devant Paris pour émouvoir toute la ville. Rien ne bougea. Le comte d'Armagnac chevauchait à travers les rues avec ses hommes d'armes, ordonnant aux ouvriers de rester à leur métier et les menaçant de la corde s'ils approchaient des murailles. Pendant ce temps-là, on refusa au roi d'armes de Flandre de le laisser entrer. Il n'y avait rien à faire, on s'était mépris.
Le duc de Bourgogne s'en revint à Saint-Denis. De là, il reprit la route de Flandre, honteux et en but aux railleries de ses ennemis. Il n'y avait plus de ménagement à garder envers le duc de Bourgogne. Une maladie qui ravagea Paris et emporta beaucoup de monde retarda le départ du roi et de son armée. Elle était formidable. Beaucoup étaient venus sous le comte d'Armagnac. Jamais le roi n'avait marché avec tant de gendarmes. Le roi, la reine et le duc de Guyenne s'engagèrent par serment avec tous les princes présents de n'entendre aucun traité avec le duc de Bourgogne avant d'avoir détruit sa puissance. La garde de Paris fut laissée au vieux duc de Berry avec 800 hommes d'armes pour maintenir le bon ordre. Le roi commença par aller avec les princes implorer la protection divine à Notre-Dame. De là, il vint prendre l'oriflamme à Saint-Denis. Rien n'était plus brillant que cette compagnie nombreuse de princes et de seigneurs. Tous, et même le roi, portaient l'écharpe des Armagnacs. C'était un sujet de murmure pour quelques-uns de ces vieux serviteurs qui s'affligeaient que l'on quittât la Croix-Blanche, qui avait toujours été le signe des rois de France, pour prendre le signe d'un simple seigneur comme le comte d'Armagnac. Le roi se rendit d'abord devant Compiègne, qu'on assiégeait déjà depuis quelques jours. Jamais le duc de Bourgogne ne s'était trouvé dans une si triste position. Sa retraite de Saint-Denis l'avait fort diminué dans l'esprit des peuples. Il avait épuisé de taxes et d'emprunts les sujets de ses États. Les communes de Flandre n'avaient pas voulu prendre part à cette guerre et n'avaient pas trouvé juste qu'il retint les villes du roi comme Compiègne et autres. C'était en effet la première fois qu'il faisait formellement la guerre au roi et à la couronne, et cela touchait grandement les esprits. De Compiègne, le roi alla devant Soissons. La ville était défendue par le brave serviteur du duc de Bourgogne, Enguerrand de Bournonville. Le siège fut continué avec une extrême ardeur et soutenu avec la même constance. Cependant, la ville ne pouvait tenir longtemps si elle n'était pas secourue. Enfin, la garnison commença à se décourager. Enguerrand continuait à se défendre vaillamment. De rudes assauts furent repoussés. Après avoir reçu une grande blessure à la tête, voulant faire franchir la chaîne d'une rue à son cheval, il fut renversé et fit prisonnier. De toutes parts, on pénétra dans la ville. Pour lors commença le plus horrible massacre et un pillage que rien ne put arrêter. Presque toute la garnison fut passée au fil de l'épée. Les bourgeois qui ne pouvaient se racheter n'obtenaient nulle miséricorde. Le roi fit en vain publier le commandement d'épargner les habitants, leurs femmes et leurs enfants. Rien ne fut écouté. Le comte d'Armagnac lui-même ne pouvait les arrêter. Après avoir pillé les maisons, ils se jetèrent sur les couvents et les églises, où s'étaient réfugiées les filles et les femmes. Elles ne purent échapper à la brutalité des gens de guerre. Les saints ornements, les reliquaires, tout fut dérobé sans nul respect. Les hosties, les ossements des martyrs foulés aux pieds. Jamais une armée de chrétiens, commandée par de si grands seigneurs et formée de tant de nobles chevaliers, n'avait de mémoire d'homme commis de telles horreurs. Le lendemain, lorsque la fureur fut un peu calmée, on fit dire aux gens de la ville qui avaient réussi à se sauver de revenir et que le roi leur pardonnerait. Ce ne fut pas pour tous cependant qu'il fut miséricordieux. Le vaillant sire de Bournonville eut la tête tranchée, malgré les instances que firent en sa faveur plusieurs chevaliers de l'armée du roi, qui avaient fait avec lui les guerres d'Italie et de France, et assisté à ses beaux faits d'armes. Sa tête fut mise au haut d'une pique, et son corps pendu au gibet. Le roi, continuant sa route, arriva à Saint-Quentin. La comtesse de Hainaut, sœur du duc de Bourgogne, vint l'y trouver pour essayer de ménager quelque accommodement. Le roi y semblait si peu disposé qu'elle repartit le lendemain. Peu de jours après, elle revint encore à Péronne avec son frère, le duc de Brabant. Il quittait le duc Jean dont la situation devenait chaque jour plus difficile. Tout prospérait de plus en plus au parti d'Orléans. Les États de Flandre et les 4 grandes communes qu'on appelait les 4 membres de Flandre envoyèrent des députés au roi pour répondre à un message qu'il leur avait fait. Ils lui protestèrent de leur respect et de leur soumission. On fut bien satisfait au camp de voir arriver ces fameux et redoutables bourgeois de Gand, dits près de Bruges. Pour les gagner, on leur fit grand accueil, le roi leur toucha dans la main, ils reçurent de riches présents. Puis on les adressa pour traiter les affaires au duc de Guyenne, car le roi pouvait bien dire quelques paroles à propos, mais non point parlementer dans une conférence. Lorsqu'ils furent devant le dauphin, il commença par leur faire adresser par son chancelier un beau discours où tous les crimes de leur duc étaient rappelés fort au long. Ensuite, il leur proposa non point seulement de refuser tout secours à leur indigne seigneur, mais de se déclarer contre lui. Il promit que lorsque les États du duc de Bourgogne seraient réunis à la couronne, leurs privilèges seraient maintenus, même augmentés, et que le roi n'établirait d'officier de justice ou autre que de leur consentement. Enfin, il demanda que les assassins du duc d'Orléans et les bannis de la ville de Paris qui s'étaient réfugiés chez eux fussent livrés. Les députés qui venaient pour travailler à rétablir la paix entre le roi et leur seigneur écoutèrent tranquillement tous ses discours et ses propositions. Ils demandèrent à en conférer mûrement après des commissaires du conseil du roi. Après s'être fait donner les explications qui leur semblaient nécessaires, ils repartirent disant que les villes de Flandre délibéreraient à ce sujet et qu'ils leur exposeraient quelle sorte d'obéissance le roi exigeait de leur seigneur.
Le duc de Bourgogne, voyant qu'on ne voulait lui accorder aucune condition de paix, résolut à se défendre vigoureusement. Son armée commençait à devenir plus nombreuse. D'ailleurs, il était sur son terrain et pensait que ses sujets combattraient plus volontiers lorsqu'on viendrait les attaquer chez eux. Une garnison nombreuse, commandée par le sire Jean de Luxembourg, fut mise dans Arras. On en fit sortir les femmes, les enfants et les bouges inutiles. On brûla d'avance les faubourgs. Enfin, l'on s'apprêta à soutenir un terrible siège. Pour suivre ce projet, il consentit à ce que Bapaume, dont le roi commençait le siège, se rendît et ne voulut rien risquer pour secourir cette ville. L'armée royale y trouva quelques réfugiés de Paris, de Compiègne et de Soissons qui furent aussitôt exécutés. Il y avait toujours une grande haine contre le duc, et autour du roi l'on ne voulait entendre à aucun traité. Le siège d'Arras commença donc, mais peu à peu les affaires du roi se trouvèrent en moins bon état. La ville était grande, remplie de braves et habiles chevaliers. Les assiégés avaient une bonne artillerie. Les bombardes et canons du roi étaient au contraire assez mal servis. Ce siège tourna en longueur. Le duc de Bourgogne voulut tenter de le faire lever, mais l'avant-garde de son armée ayant été surprise et défaite, il renonça à la voie des armes et s'occupa plus que jamais d'avoir la paix. Elle était devenue plus facile. Le siège n'avançait pas, l'armée manquait souvent de vivres, les maladies commençaient leur ravage. Cependant, le duc de Brabant, la comtesse de Hainaut et des députés de Flandre étaient revenus au camp. Ils avaient recommencé leurs supplications. Ils promettaient que le duc Jean accepterait le pardon du roi pour tout ce qu'il avait fait contre son devoir et qu'il ferait acte de soumission en rendant la ville d'Arras au roi. La comtesse de Hainaut trouva cette fois les esprits mieux disposés. Elle fit si bien qu'elle mit le dauphin de son parti. Il était gendre du duc de Bourgogne. La famille royale était liée de toutes parts à la maison de Bourgogne. D'ailleurs, c'était sur la propre demande du dauphin que le duc avait violé la paix. En même temps, l'armée était dégoûtée. Le roi n'était jamais un obstacle. En ce moment, bien qu'il ne fût pas tout à fait hors de sens, on trouvait sa volonté plus affaiblie que jamais. Le dauphin lui fit aisément souhaiter la paix. Un matin qu'il était encore au lit, sans dormir, riant et devisant avec un de ses valets de chambre, un des seigneurs du parti d'Orléans s'avança tout doucement et, passant la main sous la couverture, il tira le roi par le pied. « Monseigneur, vous ne dormez pas, dit-il. »« Non, mon cousin, répliqua le roi, soyez le bienvenu. Voulez-vous quelque chose? N'y a-t-il rien de nouveau ?»« Non, monseigneur, sinon que vos gens disent que si vous vouliez faire assaillir la ville, il y aurait espérance d'y entrer. »« Mais, reprit le roi, si mon cousin de Bourgogne se rend à la raison, s'il met la ville en ma main sans assaut, nous ferons la paix. »« Comment, monseigneur ?» s'écria l'autre. « Vous voulez avoir la paix avec ce méchant, ce traître, ce déloyal qui a si cruellement fait tuer votre frère ?» Ces paroles affligèrent le roi qui cependant répondit « Tout lui a été pardonné du consentement de mon neveu d'Orléans. »« Hélas, sire, vous ne le reverrez jamais, votre frère. » Pour lors, le roi perdit patience et interrompant ce seigneur, « Laissez-moi, mon cousin, je le reverrai au jour du jugement. » Dès le lendemain, le conseil fut assemblé. Plusieurs se refusaient encore à la paix, mais le chancelier d'Aquitaine exposa qu'il n'y avait plus d'argent pour payer les gens de guerre, que les fourrages manquaient aux chevaux, les vivres aux hommes. Il ajouta que les Anglais assemblaient une armée pour descendre en France, et qu'il fallait tous se réunir dans un commun amour pour pouvoir résister aux anciens ennemis du royaume. Bref, c'était la volonté du duc de Guyenne. Il ordonna que les articles de la paix fussent lus. Il portait que le duc de Brabant, la comtesse de Hainaut et les États de Flandre suppliaient humblement au nom du duc de Bourgogne, le roi et le duc de Guyenne de lui pardonner les torts qu'il avait eus et de le recevoir dans leur bonne grâce, que le duc promettrait au roi de placer, s'il le jugeait à propos, des baillis et des officiers dans toutes les villes de ses seigneuries et lui remettrait notamment les clés d'Arras. Dès que la paix fut publiée, l'armée partit en toute hâte. On ne vit jamais un tel désordre. Il semblait qu'elle fût mise en déroute. Le camp fut pillé par les bourguignons de la ville. On courut même après les marchands qui étaient venus apporter des provisions, et plusieurs furent dévalisés. Des compagnies de l'un ou de l'autre parti couraient les campagnes et les dévastaient. Le roi fut de retour à Paris, il était tout à fait malade, et c'était le duc de Guyenne qui tenait le gouvernement. Une portion des bourgeois n'était pas satisfaite de la paix accordée au duc de Bourgogne, dont ils avaient espéré la destruction. Du reste, cette paix ne semblait point complète. Le royaume était plus malheureux et plus ravagé que jamais. Les articles jurés à Arras n'étaient que des conditions fixées d'avance pour un plus ample traité. Peu de temps après son retour à Paris, le duc d'Orléans et le duc de Bourbon furent avertis qu'il se tramait parmi le peuple et les partisans du duc de Bourgogne un complot pour chasser les princes de Paris. L'entreprise découverte ne put même être tentée. Des gardes furent placés partout. Le Louvre, où habitait le dauphin, fut entouré. On arrêta plusieurs de ses serviteurs. Le prévôt de Paris, tout dévoué qu'il s'était montré aux Orléanais et tout cruel qu'il était à leurs ennemis, fut remplacé par le sire Tanguy du Châtel, qui déjà avait rempli cet office.
De nouveaux exils furent ordonnés, presque toutes les femmes des bannis eurent ordre de sortir de Paris et furent durement reléguées à Orléans. L'embarras des affaires forcèrent le conseil du roi à retarder les conférences qui devaient s'ouvrir à Senlis sur les articles de la paix d'Arras. Les conseillers du duc de Bourgogne, après avoir examiné ces articles, demandèrent diverses explications. Ces explications ainsi données aux conseillers de Bourgogne, ils se rendirent à Senlis auprès de madame de Hainaut. Quand ils furent revenus, le duc de Guyenne fit le 25 février lire au conseil du roi des lettres conformes à tout ce qu'on venait de régler. Le 14 du mois suivant, les ambassadeurs de Bourgogne prêtèrent leur serment ainsi que tous les princes qui étaient présents. Le 15, la paix fut publiée dans toute la ville de Paris. Le royaume se trouvait alors à la veille de la plus terrible guerre. Pendant que le roi était devant Arras, les Anglais avaient envoyé une ambassade à Paris. Comme ils voyaient la détresse de la France et la discorde qui la déchirait, leur proposition était hautaine. Le roi Henri V rappelait ses droits prétendus à la couronne de France, sinon il annonçait qu'il allait faire une rude guerre à la France. Au mois de janvier arriva une nouvelle ambassade plus solennelle encore. Leur suite était de plus de 600 chevaux, on leur fit une réception magnifique, on leur fit de beaux présents. Enfin, leur séjour se passa en fête et en festin. Un tel accueil ne rendait pas le roi moins exigeant et n'abattait point ses espérances. Au lieu de répondre honnêtement à de semblables demandes, on se borna à promettre que le roi de France allait envoyer une ambassade à Londres. Comme elle tardait, le roi d'Angleterre écrivit des lettres pressant au roi, menaçant de la guerre. Après une prolongation de trêve, l'ambassade de France partit enfin le 27 avril. Le roi d'Angleterre les reçut avec autant de courtoisie qu'on en avait mis à recevoir ses envoyés. Mais il fut bientôt facile de voir qu'il ne se départirait en rien de ses prétentions. Tel était l'état des affaires. Cependant, le roi était insensé, le dauphin n'écoutait aucun conseil et ne faisait que sa volonté. Les princes étaient mortellement divisés, les conseillers passaient d'une partialité à l'autre, le clergé n'avait plus le courage de dire la vérité, les grands se haïssaient, les moyens étaient ruinés par les impôts, les petits ne trouvaient pas à gagner leur vie, chacun s'efforçait à saisir la fortune à la volée, ni nobles ni bourgeois ne pouvaient compter sur leur état. Les traités et les serments n'étaient pas observés, le peuple obéissait humblement à de faux protecteurs qui le trompaient et lui faisaient endurer 1000 maux. Des gens de guerre ravageaient les campagnes, tandis que la noblesse elle-même manquait de courage contre les ennemis. L'Angleterre, qui longtemps avait été plus faible que la France, était devenue menaçante et semblait assurée de la victoire. Il importait donc de se réconcilier avec le duc de Bourgogne. Le temps pressait. Les ambassadeurs de France venaient d'arriver d'Angleterre. Les offres qu'ils avaient faites de donner en dot 840 000 écus d'or, 15 villes d'Aquitaine, comprenant 7 comtés, avaient été dédaignées. Le roi d'Angleterre avait persisté à dire que si on ne lui accordait point la Normandie et tous les pays cédés par la paix de Brétigny, il aurait recours à l'épée pour ôter au roi de France sa couronne. Le roi d'Angleterre fit reconduire les ambassadeurs en grande cérémonie. Ils revinrent en France où, en plein conseil, devant beaucoup de noblesse, de clergé et de peuple, ils racontèrent toute leur ambassade et conseillèrent de s'apprêter à la guerre sans se laisser prendre à aucune espérance de paix. Bientôt, de nouvelles lettres du roi d'Angleterre, plus hautaines encore que les premières, signifièrent sa volonté de recourir aux armes. Pour accomplir sa promesse envers le duc de Bourgogne, le dauphin fit expédier des lettres du roi portant que le duc, ayant fait sa soumission et ses excuses et juré la paix, le roi rendait à son cousin son amour et sa bonne grâce, qu'il voulait que partout le dit cousin fût tenu et réputé son bon et loyal parent, vassal et sujet. Le duc, pour se reposer et se distraire de tant de tracas, avait laissé le gouvernement de la Flandre à son fils Philippe, qui était de plus en plus aimé. Se trouvant dans son duché dont il était depuis longtemps absent, il avait voulu se livrer tout entier au plaisir de la chasse. Il avait fait dresser dans un éclairci au milieu des bois ses tentes et ses pavillons. La duchesse et 2 de ses filles avec leurs dames et demoiselles étaient là ainsi que toute la cour. On était comme dans un des châteaux dans l'une des bonnes villes du duc. Il y avait une tente pour la chapelle, une autre pour la salle d'apparat et pour la salle de festin. Enfin, l'on y menait joyeuse vie. Le duc chassait du matin au soir et la nuit il se plaisait encore à entendre bramer les cerfs. Les ambassadeurs reçurent grand accueil au milieu de cette pompe bocagère. On leur dressa une belle tente et le duc les mena à la messe avec lui, leur demandant des nouvelles du roi, puis on passa dans la tente du conseil, on lut les lettres du roi. Les députés exposèrent aussi plusieurs griefs sur lesquels le conseil du roi demandait des explications au duc de Bourgogne. Nonobstant ces réserves, le duc consentit à jurer la paix. Il se rendit à la chapelle avec les ambassadeurs. Après la messe chantée, il s'avança vers l'autel et, en leur présence, jura sur le bois de la vraie croix les articles du traité, puis en fit délivrer des lettres authentiques. Ce devoir accompli, les ambassadeurs se rendirent dans la tente du festin. Pour leur faire honneur, les veneurs du duc vinrent forcer un cerf tout près de là, dans un étang, au bout duquel la tente était dressée.
Après ce divertissement, on fit de belles promenades dans la forêt et l'on soupa sous une feuillée. Mais ces ambassadeurs avaient à traiter avec le duc une affaire plus importante encore. Le roi d'Angleterre avait peu tardé à accomplir ses menaces. Le 14 août, il était descendu avec une armée redoutable à l'embouchure de la Seine entre Honfleur et Harfleur. Il fallait secourir Harfleur et chasser les Anglais du royaume. Rien n'était préparé. Les hommes d'armes n'étaient point réunis. À peine étaient-ils mandés. On manquait encore bien plus d'argent. Tout le trésor du roi s'était dissipé en vaine prodigalité. On établit à la hâte une taille sur les communes et un décime sur le clergé. Comme on était pressé, ces impôts se percevaient avec une rigueur inconcevable en y employant des gens de guerre. On vendait les meubles, on pillait les maisons, les hommes étaient traînés en prison. Les prêtres de la campagne eux-mêmes étaient obligés de se retirer dans les villes, emportant les ornements de l'église, qu'on ne respectait pas plus que les meubles des paysans. Que feraient de plus les Anglais, disait le pauvre peuple. Ces difficultés retardaient des préparatifs qui déjà étaient loin d'avoir été faits à temps. Ce fut le 10 septembre seulement qu'on mena le roi prendre l'oriflamme à Saint-Denis et qu'il se mit en route pour la Normandie. Déjà Harfleur était pressé par les Anglais, les faubourgs avaient été brûlés, les machines de guerre jetaient des pierres énormes, les vivres manquaient, la mortalité ravageait la ville. La ville fut cruellement traitée, les chevaliers et hommes d'armes furent emmenés prisonniers ou envoyés sur parole à Calais pour être mis à rançon. On prit aussi quelques riches bourgeois pour en tirer de l'argent. Quant au gros du peuple, on ordonna que chacun sortît de la ville, en emportant tout ce qu'il pourrait sans charrette ni fardeau. Puis on permit le pillage aux soldats en leur enjoignant toutefois de ne toucher ni aux femmes ni aux prêtres. Lorsque la prise de Harfleur fut connue, la consternation fut grande, et l'on murmura beaucoup de ce que le royaume était si mal défendu. On faisait 100 récits sur la prise de Harfleur, il n'était question que de trahison et de gens gagnés. On taxait les seigneurs de lâcheté, et chaque jour on parlait d'eux avec plus de mécontentement. L'occasion semblait pourtant favorable, l'armée du roi d'Angleterre était ravagée par les maladies. Au lieu de s'avancer en Normandie, il avait été contraint de prendre le chemin de Calais, et, comme le connétable, qui était en Picardie, défendait les passages de la Somme, les Anglais avaient à faire une route longue et difficile, en remontant la rive gauche de la rivière. Il manquait de vivres, la saison était mauvaise, ils souffraient beaucoup, leur présomption était fort abattue. C'était bien le moment de venger le royaume. Presque tous les princes et les grands seigneurs étaient arrivés auprès du dauphin. Le duc d'Orléans, nonobstant les ordres qu'il avait reçus, était venu en personne. Ses frères, les ducs de Berry, de Bourbon, plus de 15 autres grands barons du royaume avaient conduit leurs hommes d'armes. Mais comme les princes n'avaient point voulu que le duc de Bourgogne vînt partager avec eux une gloire qu'ils regardaient en ce moment comme assurée, les ordres du roi avaient été maintenus en ce qui le touchait. Aussi n'avait-il pas envoyé les hommes d'armes de Bourgogne avec lesquels il se tenait prêt à venir. Les bourgeois de Paris offrirent 6000 hommes bien armés en demandant qu'on les fît marcher en tête les jours de bataille. Leur offre fut dédaignée. Le duc de Berry rappela inutilement la valeur qu'ils avaient montrée dans les derniers troubles et leurs beaux faits de guerre. Le maréchal Boucicaut, le connétable, et d'autres anciens chevaliers étaient bien du même avis. Mais le duc de Bourbon et les jeunes seigneurs ne voulaient point des gens des communes et disaient que ceux qui n'étaient point de leur avis avaient peur. « Qu'avons-nous à faire de ces gens de boutique ?» disait-il. « Nous sommes déjà 3 fois plus nombreux que les Anglais. » Les personnes sages blâmèrent beaucoup cette présomption et remarquèrent que la noblesse oubliait les journées de Crécy, de Poitiers, de Nicopolis, dans lesquelles le salut ou l'honneur du royaume leur avait été si malheureusement confié. L'armée de France était devenue belle et nombreuse. Elle avait passé la Somme et fermé le chemin du retour au roi d'Angleterre, qui suivait toujours la gauche de la rivière, cherchant le moyen de la traverser et perdant beaucoup de ses gens par la faim et les maladies. Alors le connétable et les princes envoyèrent demander au roi l'ordre de livrer bataille. D'après tout ce qu'on savait, la victoire semblait si bien assurée que sur 35 conseillers, 30 furent d'avis qu'il fallait combattre. Le duc de Guyenne et même le roi voulaient se rendre à l'armée, mais le duc de Berry, qui déjà s'était opposé à la bataille, ne voulut point que le roi y allât. Il se souvenait de Poitiers, où 60 ans auparavant, il avait combattu. On s'assurait aussi de la victoire, et le roi Jean, son père, y avait été pris par les Anglais. Il vaut mieux, disait-il, perdre la bataille que de perdre le roi et la bataille. Après la réponse du roi, le connétable et les princes envoyèrent au roi d'Angleterre 3 officiers d'armes pour lui dire qu'étant résolu de le combattre, il lui offrait de convenir du jour et du lieu. Le roi d'Angleterre reçut joyeusement ses messagers et leur donna de beaux présents, puis il envoya sa réponse par ses héros. Il faisait savoir au prince de France qu'étant parti de sa ville de Harfleur, il se rendait en Angleterre et que, ne s'arrêtant dans aucune ville ni forteresse, on pouvait tous les jours et à toute heure le trouver en pleine campagne. Il continua sa route sans trouver d'obstacle pendant 5 jours et se dirigeant toujours vers Calais. Le lendemain, il sut que les Français marchaient à lui, coupant la route de Calais et allaient venir se loger dans les villages de Rousseauville et d'Azincourt. Alors les armées se trouvèrent en présence. On crut que la bataille allait commencer. Le connétable ordonna que chacun passât la nuit où il était. La soirée était froide, il pleuvait.
Les Français commencèrent à planter leurs bannières roulées autour de la lance et à allumer de grands feux. Les pages et les valets couraient de toutes parts, cherchant de la paille et du foin pour étendre sur la terre trempée. On défaisait les malles et les coffres pour y prendre de quoi se garder du mauvais temps. Les chevaux allaient et venaient piétinant sur un sol humide et enfonçant dans la vase. C'était un mouvement et un bruit continuel. On entendait de loin les chevaliers français s'appeler les uns les autres. Enfin, de ce côté, tout semblait en rumeur. Cependant, par un étrange hasard, au milieu de la pompe de cette grande armée, il y avait à peine quelques instruments de musique pour réjouir le cœur des hommes d'armes. On remarqua aussi que de toute la nuit on n'entendit pas un seul cheval hennir dans le camp des Français, ce qui semblait à quelques-uns d'un bien mauvais augure. Chez les Anglais régnait un grand silence. Leur position était triste. Devant eux était une armée 3 ou 4 fois plus nombreuse. Ils étaient souffrants, mal vêtus, épuisés par une route pénible. Aucune retraite n'était ouverte derrière eux, et la victoire semblait impossible. Mais le roi que rien ne pouvait abattre soutenait leur courage. Il leur disait que sa cause était juste, qu'il était venu reprendre l'héritage conquis par la valeur de leurs ancêtres. Il leur rappelait les victoires de Crécy et de Poitiers. « Nous ne sommes pas venus, disait-il, dans notre royaume de France comme de mortels ennemis. Nous n'avons point brûlé villes et villages, nous n'avons point outragé filles et femmes comme nos adversaires. Eux sont tout pleins de péchés et n'ont aucune crainte de Dieu. » Puis il les exhortait à se confesser et à se réconcilier avec leur Créateur avant la bataille, ce qu'ils s'empressaient de faire, tellement que les prêtres ne pouvaient suffire. Pour augmenter leur désir de bien combattre, il leur promettait que leurs prisonniers seraient à eux et leur laisserait toute la rançon. Aux archers des communes, qui faisaient la force de son armée, il faisait espérer les franchises de la noblesse et leur disait que les Français avaient juré de leur couper 3 doigts de la main droite pour les empêcher de tirer des flèches. La nuit se passa ainsi, chacun apprêtant ses armes, rajustant les courroies de sa cuirasse, les archers mettant des cordes neuves à leurs arcs. Le roi fit venir ensuite les prisonniers qu'il avait amenés et les renvoya sur parole de le venir trouver s'il avait la victoire, les tenant quitte de toute rançon si la bataille était perdue pour lui. Quand le matin fut venu, il s'arma et commença par entendre dévotement 3 messes, puis il mit son casque orné d'un beau cimier et d'une couronne d'or. Ainsi vêtu avec tout l'éclat royal, il monta sur son petit cheval gris et alla ranger son armée en bataille. Le terrain lui était favorable. C'était un espace resserré entre 2 bois, où les Français ne pouvaient facilement déployer toute leur force. Il ne fit qu'un seul corps de son armée, disposa sur les ailes ses archers qui étaient au nombre de 10 000 environ. En arrière et sur leurs flancs, les hommes d'armes à cheval. Au centre, les gens de pied. Au devant des archers et des hommes de pied, il avait fait planter de grands pieux ferrés, formant comme une sorte de rempart qu'il transportait devant eux en changeant de disposition. C'était une précaution nouvelle qui n'avait pas encore été employée à la guerre par les chrétiens. L'armée étant ainsi rangée, il passa devant les rangs, exhortant encore ses gens à se bien conduire. Il leur ordonna encore de se mettre à genoux, de faire une courte prière pour se recommander à Dieu. Un évêque leur donna la bénédiction, et alors tous se tinrent prêts. Chez les Français, tout ne pouvait pas être si bien réglé. Le connétable était bien chef de l'armée, selon sa charge, mais il avait avec lui tant de princes qui avaient aussi leur volonté que l'obéissance n'était pas chose facile à obtenir. Cette noble jeunesse ne songeait qu'à s'illustrer par de beaux faits d'armes. Chacun était jaloux de porter les premiers coups. La victoire semblait si assurée qu'on avait d'autres craintes que de n'y point prendre part. Mais l'empressement était tel que la plupart des jeunes princes et seigneurs du corps de bataille laissèrent leurs gens et s'en vinrent dans les rangs de l'avant-garde. Tous ces nobles chevaliers, prêts à marcher ensemble à la bataille, se pardonnèrent les uns aux autres les injures qu'ils s'étaient faites, les discordes qui les avaient divisés, et s'embrassèrent avec une loyale tendresse. C'était un touchant spectacle. Puis ils firent le signe de la croix, et chacun retourna à son poste. Bientôt les Anglais s'avancèrent en bel ordre, jetant d'horribles clameurs, et faisant sonner leurs clairons et leurs trompettes. Quand leurs archers furent arrivés à la portée du trait, ils commencèrent à tirer une grêle de leurs fortes flèches, qui avaient 3 pieds de long. Les plus hardis d'entre les Français étaient contraints à baisser la tête pour présenter le sommet du casque et non pas la visière. Il n'y avait point d'archers pour rendre flèche pour flèche, on n'avait pas voulu des gens des communes, et le peu qui s'y trouvait à peine avait-il place à l'avant-garde où se pressaient les hommes d'armes. Ils partirent aussitôt en répétant les cris de France, Montjoie et Saint-Denis. Malheureusement la terre était humide, les chevaux enfoncés, leur course ne pouvait avoir d'impétuosité. En même temps, les flèches tombaient si serrées que le cœur manqua à beaucoup d'hommes d'armes, tellement que, lorsqu'ils arrivèrent au front des Anglais, les chefs ne se trouvaient plus qu'avec 300 hommes. Ils n'attaquèrent pas avec moins de vaillance, mais les pieux ferrés arrêtaient les chevaux. Ainsi repoussés, les hommes d'armes se rejetèrent en désordre sur l'avant-garde et rompirent les rangs.
On voulut se rallier en arrière. Le sol, nouvellement labouré, était si trempé qu'hommes et chevaux ne pouvaient se tirer de la fange. Les pesantes armures gênaient tous les mouvements. On enfonçait jusqu'aux genoux sans qu'il fût possible de se relever. Pendant ce temps-là, les flèches des Anglais continuaient leur ravage. Enfin, voyant l'avant-garde toute rompue, les archers laissèrent leurs arcs, sortirent du rempart de leurs pieux. Saisissant les mauvaises épées, les haches ou les maillets qu'ils portaient à leur ceinture, ils tombèrent sur les Français et en commencèrent un horrible massacre. Pour lors, le corps de bataille s'avança pour recueillir et appuyer l'avant-garde. Ce fut là le fort de la mêlée. Ce ne fut plus une bataille. Les Français étaient dispersés par petites troupes et se défendaient avec un incroyable courage. Dès que la victoire sembla décidée, les Anglais commencèrent d'abord par faire autant de prisonniers qu'ils pouvaient. Ils comptaient que la rançon de tant de seigneurs et riches chevaliers allait les enrichir à jamais. Tout à coup, le roi apprit qu'une troupe de Français attaquait l'armée anglaise par derrière et venait de piller ses bagages. Pour lors, le roi, se croyant tombé dans un grand péril, ordonna que chacun tuât son prisonnier. Personne ne voulait obéir ni renoncer à l'argent qu'on s'était promis de gagner par la rançon. Le roi commanda à un gentilhomme de prendre avec lui 200 archers et d'exécuter son ordre. Ce fut une horrible chose que de voir toute cette noblesse française égorgée ainsi de sang-froid et le visage de ces vaillants chevaliers couverts de sang et défigurés par les coups de hache dont les archers frappaient leurs têtes désarmées. Ce massacre fut d'autant plus déplorable que c'était une fausse alarme. L'arrière-garde reprit bientôt la déroute, et ce moment d'hésitation n'eut d'autre effet que de coûter la vie à tant de braves gentilshommes. Dès que le roi fut rassuré, il fit cesser le carnage et s'occupa à faire relever les blessés. La perte avait été si grande de son côté aussi. Le duc d'York et le comte d'Oxford avaient péri, mais du côté des Français, jamais tant et de si nobles hommes n'étaient tombés en une seule bataille. Toute la chevalerie de France avait été moissonnée.